Monsieur le Président, bonjour. Et, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette audition, d'autant que votre agenda est, je crois, bien chargé avec les concours d'université en ce moment. Donc merci d'avoir trouvé ce moment. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole très librement pendant un temps de 30 à 40 minutes, et puis après qu'on puisse avoir un échange tous ensemble sur les questions que vous avez souhaité aborder ou d'autres points que les parlementaires ici présents souhaitent voir avec vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si j'utiliserai tout le temps que vous m'avez donné, mais je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir invité. C'est toujours avec plaisir et intérêt que je rencontre des parlementaires qui s'intéressent à ces thèmes fondamentaux pour l'État. Mais je dois commencer par vous confesser un léger handicap. Malgré mes 30 ans de travaux sur la déontologie, je dois avouer que je suis conseiller d'État. Et je lisais le rapport sur le projet de loi dit Sapin, rapport numéro 3785 avec la commission des lois, où un parlementaire, et pas des moindres, déclarait considérer les membres du Conseil d'État comme des êtres purs et vierges de tout soupçon de tentative d'influence me paraît angélique. Alors, je voulais faire part à la commission ou à la mission que je suis profondément contre l'angélisme. Et que cette opinion, pour faire pédant, je dirais qu'il faut vider le débat sur le locuteur. Alors, qui parle? C'est un conseiller d'État, effectivement, qui ne se prend pas pour un ange et qui non plus ne pense pas qu'il est pur et vierge, j'ai passé l'âge, même de tout soupçon de tentative d'influence. Et je dois dire, mesdames et messieurs de la mission, qu'au bout de 41 ans de conseiller d'État, je vous fais un autre aveu, je n'ai jamais fait l'approche d'une influence ou d'une tentative de corruption, ce qui me vexe un peu. Ce qui me vexe un peu parce que j'accorde beaucoup d'importance à mes responsabilités, et une responsabilité où vous ne faites jamais l'approche de tentative d'influence peut jeter un doute sur l'importance des fonctions. Chaque fois que je suis sorti du Conseil pour exercer des fonctions exécutives dans des ministères, dans la semaine, j'avais des propositions qu'on peut considérer comme intéressantes. Voilà. Donc, qui veut faire l'ange fait la bête, je rassure la mission, je ne suis qu'un simple conseiller d'État qui s'intéresse à ce thème. Et je pense que vous ne m'avez pas invité pour entendre ça. Et je crois, plus encore, 30 ans après avoir commencé à travailler ce thème, à un moment où c'était un peu considéré comme incongru, que c'est nécessaire, qu'il ne faut pas en faire trop, qu'il ne faut pas être intégriste de la déontologie, parce qu'il peut y avoir des fonctionnaires parfaitement déontologiquement purs, mais nuls, et que c'est aussi grave pour la nation. Alors, je voudrais faire 2 ou 3 remarques qui me passent par la tête compte tenu de votre sujet d'intérêt. La première observation, c'est que je pourrais résumer ce que je pense par la formule « soyons ostrogoths ». Je fais référence par là au très beau livre du jeune universitaire Bruno Dumézil, « Servir l'État barbare dans la Gaule antique », Taillandier 2013, d'où je tire que dès l'arrivée des Ostrogoths sur le territoire français, qui avait une technocratie et une structure d'État assez élaborée, Dumézil le décrit très bien, il note notamment qu'en 493, la conquête de l'Italie, avant celle de la France, Théodoric veut créer un service public, je cite, « animé par des valeurs cardinales de probité et d'efficacité ». Nous ne sommes qu'en 493. Et Dumézil cite l'ouvrage de Amaury, « People and Identity in Ostrogothic Italy », Cambridge, 1997. Tout ça pour dire que la déontologie, c'est à la fois quelque chose de très ancien, et ce n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme ou des interventions extérieures qui nous font découvrir la déontologie,
mais que ce n'est pas parce que c'est ancien qu'il ne faut pas le rappeler. Et je rappelle aussi que je suis sans doute celui qui a déterré l'ordonnance de 1303 de Philippe le Bel, qui est une ordonnance tout à fait remarquable sur la réformation du royaume. Philippe le Bel ne reprenait que, obsédé qu'il était par son grand-père Saint-Louis ou Louis IX, il reprenait l'ordonnance sur la réformation du royaume de Louis IX, et qui comprend toute une série de commandements opérationnels de déontologie sur les officiers royaux, tout à fait passionnants. Il m'est arrivé, quand je servais un ministre, de commencer à recevoir des cadeaux du fait de la fonction que j'occupais. Je suis allé voir le ministre et je lui ai dit « Quelle attitude voulez-vous que nous prenions sur les cadeaux ?» Et il m'a fait ce signe que je ne comprenais pas et qui voulait dire accepter ce qui se mange et qui se boit. Si l'ambassade du Maroc vous envoie une caisse d'orange, vous n'allez pas la renvoyer vêtue de lin blanc et de probité candide. Par contre, tout objet, vous le refuserez. Et quelques années plus tard, dans l'ordonnance de 1303 de Philippe le Bel, il y avait « Mes officiers ne recevront aucun cadeau qui ne se mange et se boit ». Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter un restaurant à 1 000 €, évidemment. Mais si c'est une bouteille de vin, ben on la boit en secrétariat. Je ne suis pas intégriste en matière de déontologie. Je suis pour la clarté. Et si Philippe le Bel, qui était ce qu'il était, mais sur le maniement de l'État, il en savait quelque chose, avait cru nécessaire de faire cette ordonnance sur la réformation du royaume. Réformation du royaume, ça veut dire qu'il y avait des problèmes et que la déontologie et la probité étaient en cause. C'est ma première observation. Soyons ostrogoths, prenons l'épaisseur du temps et toute organisation du pouvoir structuré, en tout cas pour la France, mais c'est vrai aussi pour les pays européens, s'est intéressée depuis très longtemps à la déontologie. Deuxième observation, sachons être dans l'affirmation. Et je pense qu'on peut aider nous, fonctionnaires, et je m'adresse à la représentation nationale, en émettant des affirmations qui sont un peu des guides, des références pour les fonctionnaires. Alors, on va toucher par là aux principes déontologiques, aux valeurs de la fonction publique et du service public. C'est pas ici qu'on me reprochera d'être un grand lecteur des travaux parlementaires de la Troisième République, mais quand je vois le député Jules Delahaye, en novembre 1910, parler de l'État et dire « Je ne donnerai jamais ma confiance à ce gouvernement parce que je crois qu'au-dessus des coffres-forts, au-dessus de la représentation proportionnelle, au-dessus des intérêts électoraux, il y a des idées, les divines idées, comme disait le poète, qui ne souffrent pas qu'on leur dise « Je ne vous connais plus » à l'heure la plus pressante de les défendre et de les proclamer. Il y a des principes qui se vengent tôt ou tard d'avoir été persiflés, méconnus, subordonnés, traités comme de vieux oncles sans héritage. Eh bien, la déontologie, les principes déontologiques, ce n'est pas des principes qu'on traite comme un vieil oncle à héritage. Il faut l'avoir présent à l'esprit sans arrêt et être prêt à l'interpréter. Alors quand arrive devant le Conseil d'État la question de savoir si la condition de bonne moralité pour devenir magistrat judiciaire, mais on pourrait appliquer ça aux fonctionnaires, est conforme à la Constitution, moi je ne suis pas de ceux qui auraient renvoyé la question au Conseil constitutionnel. J'aurais pensé que la vérification de la bonne moralité pour devenir magistrat est une condition évidente. Mais c'est vrai qu'en 1983, dans le statut de la fonction publique et plus de la magistrature, la loi Anicet-Le Port avait retiré le mot de moralité en pensant qu'il était trop flou et qu'il y avait des risques d'arbitraire en disant tel fonctionnaire n'a pas de bonne moralité, dehors. Donc ça a été porté au Conseil constitutionnel. Et je trouve, par rapport aux valeurs vieil oncle à héritage, le Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu de doute, par une décision du 5 octobre 2012, que je trouve très symbolique de notre réflexion sur la déontologie. Il a dit que les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats à une fonction éminente de juge présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat et en particulier respectent les devoirs qui s'attachent à leur État. Vous voyez que le Conseil constitutionnel n'a pas repris le mot moralité, mais il valide la condition le fond, la condition de moralité. Donc des valeurs, il y en a. Ça veut dire aussi que, soyons dans l'affirmation, ça veut dire créons des organismes, la loi en a créé, mais il y en avait qui étaient créés avant les lois
20 avril 2016 et de la loi de 2013 sur la haute autorité et la loi de Sapin de décembre 2016. Quand il y a des organes de régulation ou des organes de contrôle ou des organes de consultation de la déontologie, je m'adresse là plus à mes collègues magistrats et à moi et aux fonctionnaires qu'à la représentation nationale. Je dis aux fonctionnaires et je me dis à moi, jouons le jeu correctement. Ne tomberons pas dans ce qui est arrivé aux États-Unis. Là, je vous montre cette caricature où la Chambre, le Sénat américain avait un comité de déontologie et qu'il a littéralement démonté. Alors, quand je pense à la déontologie en France, je fais l'assimilation à l'Amérique. On voit l'éléphant qui représente les républicains qui s'adresse à l'éthique panel, c'est-à-dire au comité de contrôle de l'éthique du Parlement, mais ça valait aussi pour les fonctionnaires. On voit un chien avec des dents acérées, on voit que c'est un comité musclé qui va mettre tous les fonctionnaires et les parlementaires à la question. Et la légende, c'est le même watchdog, c'est le même contrôleur, simplement il est châtré, empaillé et posé sur une colonne. C'est-à-dire que les comités, on peut les faire vivre ou on peut les étouffer. Et je crois qu'avoir des comités dans les administrations qui s'occupent de déontologie, ça ne peut pas être mauvais. Enfin, savoir être dans l'affirmation, c'est prendre un peu de temps. Il y a beaucoup de choses plus importantes que la déontologie, sauf que la déontologie, c'est une condition pour qu'un fonctionnaire puisse s'appeler fonctionnaire. Savoir être dans l'affirmation, c'est aussi réfléchir en collectif dans chaque service pour savoir que toute fonction représente la République. Je dis bien toute fonction. Je suis de ceux qui n'utilisent jamais la notion de haut fonctionnaire. D'abord parce que je ne connais pas de bas fonctionnaire, et d'autre part qu'il y a un seul texte qui utilise la notion de haut fonctionnaire, c'est l'ordonnance de 1945 du général de Gaulle sur la recréation de la fonction publique démocratique et de l'ENA. Et cette ordonnance de 1945 dit il y a des hauts fonctionnaires, mais elle dit autre chose qu'on a oublié. On a gardé la notion de hauts fonctionnaires, mais la deuxième chose de l'ordonnance du général de Gaulle, on n'en parle plus. C'est les hauts devoirs. Et je renvoie à cette ordonnance de 1945. Il y a des hauts fonctionnaires, mais ils ont des hauts devoirs. Je trouve que c'est un très beau texte et je l'ai toujours avec moi. Alors, toute fonction représente la République. Tout agent public représente la République. Et je pense toujours à cette phrase, désolé, c'est encore un conseiller d'État, Henri Chardon, 1912, sur le pouvoir administratif, qui est un livre lumineux, pas seulement parce qu'il propose de supprimer le ministère de l'Intérieur. Henri Chardon dit « Lorsqu'un agent de police arrête dans la rue l'automobile du ministre de l'Intérieur qui excède la vitesse réglementaire, quel est donc le gouvernement de la France ? Est-ce le ministre ou l'agent de police ?» Et je trouve que tout le fonctionnaire sait qu'à un moment donné, dans sa fonction de contrôle, d'appui, de préparation à des décisions, il est le gouvernement de la France par délégation et par obéissance aussi au gouvernement démocratique. C'était ma deuxième remarque. Soyons affirmatifs. Ma troisième remarque est peut-être que, inversement, sachons aussi être dans le doute à tout moment. Quand j'aborde la déontologie, y compris pour moi, c'est même ma définition de la déontologie, se poser les questions avant qu'il soit trop tard. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est pas parce que le supérieur fait comme ça qu'on est obligé de faire de même. Il y a un bel arrêt du Conseil d'État sur la déontologie de la fonction publique, qui s'appelle Voisin, dans les années 90. C'est un fonctionnaire de police de haut niveau qui a son collaborateur qui lui dit « Tiens, j'ai du matériel informatique de haute qualité, à bas prix, est-ce que ça t'arrange ?» Le commissaire de police dit bah oui, ça m'arrange. Il achète à bas prix un dispositif électronique. Et puis son collègue, placé sous ses ordres, revient en disant mais j'en ai d'autres. Et puis il achète pour ses amis, etc., sans jamais se poser la question de l'origine des matériaux qu'il achète à bas prix.
et le Conseil d'État valide la sanction qui a été prise contre ce haut fonctionnaire de police parce qu'il ne s'est pas posé la question sur l'origine. Alors, vous comprenez, c'est métaphorique, mais je dis, la déontologie, c'est se poser la question, est-ce que j'ai raison d'agir comme ça? Est-ce que je dois prendre des précautions? Est-ce que ma décision est publique? Est-ce que je peux accepter tel partenariat, puisque maintenant c'est à la mode, toute administration doit faire des partenariats et rechercher de l'argent privé? Est-ce que ce montage correspond aux règles il ne faut pas être intégriste, mais il faut se poser la question. C'est pour ça qu'une des dispositions les plus intéressantes à mes yeux de la loi du 9 décembre 2016, c'est la cartographie des risques. Il se trouve que depuis un an, je préside le conseil d'administration de l'Institut Pasteur, qui est une fondation, donc entre le privé et le public, fondation reconnue d'utilité publique, mais enfin une personne privée. Eh bien, quand je suis arrivé, Pasteur était en train de faire sa cartographie des risques. Elle n'avait pas attendu. Et toutes les grandes entreprises, les grands organismes qui ont des risques de différentes natures ont déjà pris des initiatives de cartographie des risques. Et je pense que pour des administrations, puisque c'est ça votre sujet, Monsieur le Président, pour des administrations, la cartographie des risques est absolument indispensable. Ce n'est pas un hasard si dans beaucoup de CHU, il y a un code de déontologie du service achat. Il y a un code de déontologie du CHU dans son ensemble, mais évidemment que les services achats, les CHU, c'est systématiquement dans chaque région le plus gros acheteur de produits alimentaires de toute la région. Quand ils se présentent sur le marché, il faut vraiment avoir la vertu solide pour ne pas être nourri par le vendeur qui tient à garder la clientèle. Donc, il faut que tout chef de service, en réunion de service, collectivement, se demande où sont les risques. Au ministère de l'Intérieur, il est clair que le service des casinos et des jeux est un service à risque, où il ne faut pas laisser pendant des années le même responsable. Donc chaque service peut avoir des points sensibles. Donc le doute, c'est se dire qu'est-ce que je peux améliorer. Et si j'applique à la maison que je sers depuis longtemps ce principe de doute, je dis honnêtement, parce que c'est clair et net, que nous n'avons pas eu assez de doutes au Conseil d'État sur la prise en compte des retours de sortie du service. Ça a donné l'arrêt Sassilor-Lormine où la CDH nous a fait la leçon. Nous avions une déontologie très serrée sur les départs, sur les retours. C'est-à-dire quelqu'un qui est allé dans le privé et qui revient dans le cadre de la loi sur les fonctionnaires, pas spécialement sur le Conseil d'État, mais à la fin d'une disponibilité, on le mettait dans une fonction qui ne pouvait absolument pas on le met toujours dans une fonction qui ne peut pas interférer, ce que font toutes les administrations qui se conduisent bien, qui ne peut pas interférer avec les tâches de l'activité qu'il vient de quitter. Mais nous n'avions pas pris en compte la préparation du départ. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous a dit, quand un fonctionnaire d'une administration A prépare son détachement dans une administration B ou prépare sa disponibilité dans une entreprise C, eh bien, plusieurs mois avant, il doit ne plus s'occuper de l'administration B ou de l'entreprise C. C'est ça que nous dit Sassilor. Et la Cour européenne des droits de l'homme avait raison. Donc, j'illustre la proposition en disant que personne n'échappe à cette obligation de doute. Et quand on a le doute, ça veut dire qu'on doit se déporter. Moi, j'ai 15 exemples que j'ai connus dans mes différentes fonctions, tant au Conseil d'État comme dans tous les métiers du Conseil d'État qu'à l'extérieur, dans la demi-douzaine de ministères où j'ai servi. Quand on en est à se poser la question, par exemple, il y a bien longtemps, il y a prescription, je peux en parler, j'étais directeur adjoint de l'urbanisme, avec la signature sur les classements de sites, les ABF, etc., où une signature peut transformer une valeur de terrain dans des conditions que chacun connaît. Eh bien, il y a 35 ans, je me déportais déjà. Il n'y avait pas les codes de déontologie, il n'y avait pas l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme aussi fortement. Mais quand j'avais un proche de près ou de loin, proche du demandeur de permis ou d'autorisation, je disais, j'ai la signature par délégation du ministre, mais dans ce dossier, je ne veux plus entendre parler pour
moins par vertu que par autoprotection. Un fonctionnaire qui reste dans ce cas-là et instruit une affaire avec laquelle il a des adhérences, il entre dans un conflit d'intérêts qui était parfaitement perceptible depuis des dizaines d'années ou des siècles. Je reviendrai si vous voulez, mais il y a de très beaux textes sur les conflits d'intérêts en 1791, par exemple, sur les ingénieurs des mines. La Révolution avait parfaitement vu les conflits d'intérêts. Les ingénieurs des mines ne peuvent pas prendre ou garder des participations dans les mines qui sont chargées de contrôler. Le conflit d'intérêts, c'est aussi ancien que l'intérêt général et le service de l'administration. Donc savoir être dans le doute, ça veut dire repérer les points délicats. Et si on a un doute, eh bien, dans le doute, on s'abstient. Ce vieux slogan, il vaut pour la déontologie du fonctionnaire et du juge. Mais savoir être dans le doute, c'est aussi savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Parce qu'imaginez une administration où par pureté, tous les fonctionnaires se déporteraient. Par précaution, ça c'est sûr qu'on ne voit pas sa responsabilité engagée quand on s'est déporté et qu'on laisse aux collègues la décision difficile. Alors je vous signale quelques jurisprudences du Conseil d'État qui sont à mes yeux pas assez commentées, ou des décisions, vous m'interrompez Monsieur le Président si je suis trop long, mais j'ai presque fini, des décisions très intéressantes où une décision administrative est prise et est annulée, non pas par manque de déontologie, mais par excès de précaution. Je suis clair. C'est ainsi que, dans un arrêt du 9 mai 2012, commune de Saint-Maur-des-Fossés, la commune de Saint-Maur-des-Fossés avait cru bien agir dans cette ambiance de prudence sur prise illégale d'intérêt, etc. Elle passe un marché pour des bordures de trottoirs, des travaux de voirie, et il y a une entreprise qui candidate, et la chef de l'entreprise dit je connais un conseiller municipal. Elle le dit loyalement. La commune dit aussitôt va des rétro Satanas, l'entreprise n'a plus le droit de soumissionner. Et le Conseil d'État va dire prenons les choses calmement. L'entreprise, elle a déclaré l'esquisse de lien qu'il pouvait y avoir par la connaissance entre le chef d'entreprise et un conseiller municipal, mais ce conseiller municipal n'était pas dans la commission d'appel d'offres, n'est pas intervenu dans le procédé, et dans une commune, un chef d'entreprise a le droit de connaître des conseillers municipaux sans que le monde s'effondre. Vous voyez, et il y a d'autres décisions qui vont dans ce sens. De même, par exemple, 25 octobre 2012, quelques mois plus tard, département du Haut-Rhin, dans une commune qui vit de la viticulture, le fait que le maire et un conseiller municipal exercent des professions en lien avec le vin ne disqualifie pas leur participation à une délibération sur une cité du vin, etc. Donc, voilà ce que je voulais dire. Soyons ostrogoths, sachons la tradition historique qui s'attache à la qualité de serviteur de la chose publique, soyons dans l'affirmation, sachons en même temps accompagner notre affirmation d'un doute, et quatrième et dernière observation, et je m'arrêterai là, expliquons aux fonctionnaires que derrière l'énoncé des principes sur lesquels je reviendrai, si vous voulez, pour qu'ils ne soient pas des oncles à héritage, là, qu'on flatte en ne les écoutant pas, c'est pas facile, c'est pas si facile d'être déontologique pour un fonctionnaire à quelque niveau de la hiérarchie qu'il soit. Souvent, il aura des questions à se poser, ne serait-ce que parce qu'il y a des tensions entre valeurs. On lui dit de respecter la procédure qui est le gardien de nos libertés, la gardienne de nos libertés, mais on lui dit aussi d'être efficace. Et moi, j'ai conclu comme rapporteur public au Conseil il y a bien des années sur une rentrée scolaire dans un département de périphérie de la région Île-de-France, où, à une rentrée scolaire, l'école A perdait 30% de ses élèves et l'école B en gagnait 100%. Qu'est-ce que fait le recteur ? Quelques jours avant la rentrée scolaire, parce qu'il est surpris par ces transferts, il déplace un professeur des écoles ou deux
de l'école qui perdait vers l'école qui gagnait. N'importe qui de responsable aurait fait ça. Mais c'était tellement urgent, parce que la rentrée scolaire venait, qu'il n'avait pas consulté le sacro-saint conseil départemental avec les syndicats, etc. Procédure qui, en principe, doit être respectée. Et j'ai conclu, en anticipant de 10 ou 15 ans dans la jurisprudence d'Antony, qui dit que quelquefois des vices de procédure n'entachent pas d'illégalité quand ça touche pas le cœur de la décision, j'ai conclu en disant nécessité fait loi. Il faut respecter les procédures, mais le propre de l'action publique, c'est de faire face. Et l'efficacité pour accueillir les enfants était aussi importante qu'une consultation. Elle pourra se faire plus tard et en régularisation. Donc, de la même façon, la tension entre égalité et lutte contre les discriminations. Nous sommes tous élevés dans la fonction publique, et je pense aussi au Parlement, sur l'idée que le recrutement, ça se fait en vertu des vertus et des talents, et de rien d'autre, pas du copinage. Donc le sacro-saint concours doit nous préserver. Mais quand, par exemple, dans un territoire d'outre-mer, ou même dans des régions périphériques du pays, on recrute, par exemple, des gardiens de la paix, et que le résultat du concours est sans aucun rapport avec la composition de la population, eh bien, c'est pas bon pour la République que la police soit fondamentalement différente de la population qu'elle a à traiter. Moi, je m'inquiète en tant que citoyen et encore plus en tant que responsable. Eh bien, je ne dis pas que dans l'histoire, on n'ait pas donné un petit coup d'attention au concours pour équilibrer, pour qu'il y ait des locaux et pas seulement des métropolitains. Je ne sais pas si je suis clair. L'intérêt public, il était là. Mais strictement, c'était un petit coup de canif au principe d'égalité des concours. Donc on peut trouver beaucoup d'exemples de ce type. Et là, le fonctionnaire est en situation délicate. C'est pour ça que j'approuve l'évolution de la législation, qui n'a fait que reprendre des expériences que certains d'entre nous avaient tentées dans différents services, dont le Conseil d'État, qui était, au moment de la prise de fonction, d'avoir un entretien déontologique. Il y a plusieurs années, avant la loi du 20 avril 2016, que nous avions institué cela au Conseil d'État. Quand quelqu'un arrive, mais je l'ai fait aussi dans des administrations, eh bien, il va voir son chef de service et il y a un entretien déontologique pour que le chef du service lui dise « Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu estimeras devoir te déporter ?» Eh bien, ça évitera ce qui m'est arrivé il y a bien longtemps quand j'étais donc directeur adjoint de l'urbanisme et je m'apercevais 6 mois après avoir pris mon poste que mon adjoint partageait sa vie avec le principal lobbyiste de la Fédération des promoteurs constructeurs. Et je ne le savais pas. Alors, s'il me l'avait dit, les choses déclarées sont claires, on fait confiance. Mais je ne pouvais plus continuer à travailler avec quelqu'un qui ne m'avait pas fait part de cette possibilité. Je ne suspectais pas du tout que le soir, il trahissait les secrets. Mais le fait de ne pas l'avoir déclaré rendait la collaboration impossible. Donc l'entretien déontologique que la loi du 20 avril 2016 a repris, je pense, est très intéressant pour faire qu'on se pose les questions. Voilà, je ne veux pas être plus long. Merci pour votre intervention qui était, je crois, passionnante pour tout le monde. Je vous propose maintenant qu'on passe à un échange avec l'ensemble des députés présents. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser des questions au président Vigouroux? Non, moi j'aurais une question à poser. Vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai que c'est pas facile pour les fonctionnaires de faire preuve de déontologie et de veiller à être toujours intègre. J'aimerais savoir si en France, d'après vous, on a suffisamment dans la fonction publique cette culture de la déontologie, si elle est suffisamment présente dans les cursus de formation dans la fonction publique. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur ce point-là, d'après vous? Excusez-moi. Je crois à la formation. Moi-même, je participe je vais beaucoup dans les écoles de fonctionnaires et j'aime particulièrement discuter avec les fonctionnaires recrutés par concours interne qui ont déjà l'expérience. Et donc, la formation, encore une fois, sans en faire quelque chose de majeur. Mais
que dans la formation, ils aient presque des ouvre-boîtes déontologiques, qui pensent à ouvrir la boîte déontologique. Et il peut y avoir des formes pédagogiques, c'est le cas à l'ENA, de cas pratiques. Et c'est le cas dans d'autres écoles. Pas un cours sur les principes, mais vous êtes dans telle situation, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, vous délivrez une autorisation. Je suis toujours dans la formation, hein, je réponds à votre question, Monsieur le Président. Vous êtes dans une administration qui délivre des titres. Moi, j'en ai vu plusieurs à l'intérieur, à la justice, aux affaires sociales, à l'équipement, au travail, et j'en passe. Vous délivrez, par exemple, un titre à un étranger. Et il se trouve que c'est un étranger d'une famille riche. Vous recevez un beau cadeau en remerciement de ce que vous avez fait. Mais vous avez fait exactement ce que vous deviez faire. Ce n'était pas du tout un passe-droit. Vous avez appliqué la loi comme à n'importe qui et on vous remercie. Alors, vous pouvez avoir une hésitation de garder le cadeau ou pas. Et donc, la formation vous aura dit, le cadeau, c'est vieux comme le monde, je disais Philippe Lebel, un cadeau, on ne reste jamais dans une relation duale avec le donateur. La première chose à un cadeau, c'est de le déclarer au chef de service ou à d'autres. Si vous restez dans la relation à deux, vous êtes perdu. C'est ainsi que la presse en a rendu compte. L'actuel ministre des Finances, il s'est fait accrocher par la presse, je ne sais plus quand, parce qu'il avait eu une montre en or d'un administré, et il a été parfait parce qu'il avait, comme je l'ai fait moi dans les ministères, déclaré le cadeau et livré en stock au ministère. Et donc il a dit, retrouvez le registre, on a retrouvé, j'ai reçu un cadeau, je l'ai déclaré. Donc, ça n'est pas absolument évident quand on n'a jamais réfléchi à ça. Donc, de la formation d'alerte pour que, dans un coin de leur tête, les fonctionnaires, quand ils voient qu'ils sont dans des zones délicates, conflits d'intérêts, c'est-à-dire intérêt administratif d'un côté, intérêt privé, familial de l'autre, alerte. Quand ils ont des cadeaux, alerte. Quand ils ont des avantages qui peuvent paraître tout à fait banals. Par exemple, beaucoup de concessionnaires de véhicules, vous me dites si j'enfonce des portes ouvertes ou si ça va, je ne crois pas que c'est des portes ouvertes. Si des concessionnaires automobiles mettent à votre disposition, quand vous êtes fonctionnaire de responsabilité, un véhicule, ne serait-ce que pour montrer leur véhicule dans les cours des hôtels, Matignon, etc. C'est pas du tout... ils le font tous, hein. Sans parler des ministres qui ont un parc automobile souvent fait de voitures prêtées. Vous voyez immédiatement qu'il y a un danger. Là, si les fonctionnaires ont été formés à déontologie, ils disent avantage remis par une personne privée, même si c'est dans l'intérêt général pour le bon fonctionnement du transport des patrons d'administration, danger. Parce que qu'est-ce que vous faites le week-end? Est-ce que la voiture prêtée, vous pouvez l'emmener le week-end? Et quel type de voiture? Et quel remerciement vous allez... Donc, moi, ce que je recommande, c'est une formation d'alerte. Voilà. Et la deuxième chose qui peut être améliorée, c'est que systématiquement, la déontologie soit prise en charge à un moment par les responsables. C'est-à-dire que les responsables d'administration réfléchissent aux problèmes déontologiques particuliers de leur administration et en discutent en CT, en comité technique, en discute avec les personnels, en discute avec les comités de direction. Et je pense que ça commence à se faire dans beaucoup d'endroits. Parce que les politiques déontologiques et disciplinaires, et je m'arrête là, elles sont très différentes d'un ministère à l'autre. Quand on sait, par exemple, que près de la moitié des sanctions disciplinaires qui frappent les fonctionnaires sont dans la police, sur l'ensemble de la fonction publique, et que l'Éducation nationale, qui est une maison assez importante en nombre, a un nombre infinitésimal de sanctions, on se dit que les politiques sont différentes. Donc je pense que tout en distinguant très soigneusement le déontologique et le disciplinaire, parce que pour moi ça n'a rien à voir, je pense que ce n'est pas les mêmes organes qui doivent traiter de la déontologie et le disciplinaire, j'y reviendrai si vous le souhaitez,
et je ne suis pas le seul à le penser, le Conseil constitutionnel l'a pensé pour la magistrature, tout en distinguant complètement la déontologie et le disciplinaire, je pense qu'il faut traiter ce point, traiter par des réunions et des formations autour du pouvoir hiérarchique et par d'éventuels documents, comme font les Français, beaucoup d'administrations françaises, et comme font beaucoup d'administrations étrangères. Moi, quand il m'arrive d'intervenir sur la déontologie du juge, puisque c'est mon métier de base, eh bien, je me base sur le Richterbund allemand, sur le comité européen des juges, sur les excellents codes britanniques. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres. On n'est pas les seuls à se poser ces questions. Et voilà. Merci. Oui. De la présence de Monsieur Vigouroux pour lui demander, s'agissant de la commission de déontologie qui a été mise en place donc par la loi d'avril 2016, est-ce qu'il a des éléments pour nous dire comment elle fonctionne et comment fonctionne aussi le lien avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique? Est-ce que vous avez des éléments d'information à nous donner? La députée, quand je sais pas, je préfère le dire. Je ne veux pas inventer. Je peux vous donner mon opinion sur le rapport des deux institutions. Ça, j'ai une lecture qui n'engage que moi de ces institutions. Maintenant, vous dire comment ça fonctionne, je pense qu'il vaut mieux que vous entendiez directement le président. Je ne veux pas me mêler de ceux que je connais moins. Si ce n'est que je peux vous dire que j'étais président adjoint de la première commission de déontologie dans les années 90. Et je me souviens l'avoir quitté après que j'avais découvert qu'on pouvait me demander une deuxième délibération. Et je vois que dans la loi actuelle, pour la commission de déontologie, c'était ça votre question, hein, la loi a prévu que le gouvernement, oui, le ministre, pouvait demander une deuxième délibération. Je n'aime pas les deuxièmes délibérations. C'est peut-être un vieux réflexe de juge. Et donc, moi, quand on me demande une deuxième délibération, je pars. Et je trouve que ça ne donne pas, ça va pas dans le sens de l'autorité de la commission de déontologie. Alors, je sais que ça a été beaucoup discuté, le rapport haute autorité commission. Vous voulez que je dise deux mots là-dessus ou Oui. Je vois trois catégories de chargés de fonction publique: les ministres, leurs cabinets et les fonctionnaires. Sur les ministres, il n'y a pas ça se télescope pas, c'est l'affaire de la haute autorité. Très bien. Sur les cabinets, ça flotte un peu plus. Et c'est sans doute pour ça que le Conseil constitutionnel a fait sa censure. Je dois vous dire, vous me demandez mon avis, je vous le donne. Hein, je ne prétends pas du tout que j'ai raison. Mais sur la discussion qui a eu lieu, très intéressante, que j'ai regardée sur l'amendement Sukierman, qui confiait à la haute autorité le contrôle pour faire rapidement des déclarations d'intérêt, enfin, qui permettait à la haute autorité de se saisir des membres de cabinet et des directeurs d'administration centrale. C'est peut-être des années de Conseil d'État qui vont me faire avoir une position très équilibrée, mais je suis pour l'amendement Kuckerman en ce qui concerne les membres de cabinet et pour le fait de rester à la commission de déontologie pour les directeurs d'administration centrale. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai exercé cette fonction, cette noble fonction pendant près de 10 ans. Alors, qu'un directeur de cabinet et un membre de cabinet n'est que l'ombre portée du ministre. Il n'existe littéralement pas, ceux qui croient qu'ils existent entrent dans le domaine du dangereux. Il n'existe pas en dehors du ministre. Et donc, que pour ces questions déontologiques, le directeur de cabinet soit traité comme de la même façon que le ministre, me paraît la sagesse. D'ailleurs,
en Cour de justice de la République, on voit les aberrations auxquelles on arrive en séparant le ministre et le directeur de cabinet. Je pense à des affaires récentes qui portaient sur qui a signé le papier, le ministre ou le directeur de cabinet. Alors le ministre en Cour de justice de la République, le directeur de cabinet en correctionnel normal, et puis on ne s'y retrouve plus. Ou bien il faut supprimer les cabinets, ou bien même en les limitant, comme c'est le cas actuel, ça n'a de sens que lié au ministre. Un directeur de cabinet ne dit jamais « je », il doit dire « le ministre que je sers pense que ». Par contre, les directeurs d'administration centrale, jusqu'à preuve du contraire, c'est les premiers des fonctionnaires. Ils sont nommés et révocables à disposition du gouvernement. Enfin, c'est les chefs d'une administration. Donc je trouve qu'ils peuvent être traités avec les fonctionnaires, d'autant qu'un décret que je n'aime pas, le décret du 27 juillet 2005, a cru devoir faire durer les délégations de signature après la chute d'un gouvernement. Vous voyez à quoi je fais allusion. C'est-à-dire qu'un ministre, il y a une alternance, ou bien au sein d'une même majorité, le ministre change, eh bien, le directeur vient le voir, il dit j'ai toujours ma délégation de signature. Et c'est au ministre de prendre l'initiative de retirer la délégation de signature. Moi, ce n'est pas ma conception de l'État. Quand un ministre arrive, à mon sens, les délégations de signature sont tombées et le ministre les redonne. Et donc, cette idée de permanence du pouvoir administratif au sens Henri Chardon, du décret de 2005, me plaît pas, mais rappelle que le directeur d'administration centrale, c'est le premier des fonctionnaires et pas uniquement le collaborateur du ministre. Tout ça pour dire que, voilà, ma position, ça serait le cabinet haute autorité, les directeurs d'administration centrale, voilà. Quant aux fonctionnaires, eh bien là, la superposition, les fonctionnaires normaux qui ne sont pas directeurs d'administration centrale, je trouve que l'équilibre qui, quand même, à part les départs dans le secteur privé qui restent à la commission de déontologie renforcée puisqu'elle lie le gouvernement et s'impose aux fonctionnaires, je trouve que l'équilibre ne me gêne pas. Monsieur le Président, moi j'avais deux, trois petites questions. D'abord une petite pour compléter celle de ma collègue. Sur quel est votre avis, au terme de votre expérience, sur la publicité des avis individuels de la commission de déontologie? Aujourd'hui, ils sont gardés secrets sur les décisions individuelles. Ils sont tenus secrets, ils ne sont pas publiés, ils ne le sont éventuellement qu'au terme d'un scandale ou aussi une pression médiatique, comme ça a été le cas dans l'affaire Pérol. Mais prenons le cas de monsieur, par exemple, celui, je pense, qui a un avis intéressant sur le cas de Bruno Bézard, par exemple, qui part diriger un fonds d'investissement chinois. C'est quand même intéressant de savoir ce qui lui a été dit, ou je pense... enfin, voilà. Quel est votre avis? Est-ce que c'est une nécessité ou pas? C'est ma première question. Alors, vous comprendrez que je ne m'exprime pas sur le cas particulier. J'ai un avis très précis, mais j'estime ne pas avoir à le donner. Je n'ai pas réfléchi absolument à cette question, donc je m'avance prudemment, mais je suis sûr qu'il y a un intérêt public à ce que les motifs des décisions de la commission de déontologie soient portés à la connaissance du public. Nous, au Conseil d'État, on a un comité de déontologie qu'on avait créé avant d'ailleurs la loi du 20 avril 2016, de personnalités indépendantes qui comprennent des gens qui ne sont pas du Conseil d'État, et on publie les avis anonymisés. C'est-à-dire qu'on dit un collègue a fait l'objet d'une proposition, voilà, un collègue est dans le tribunal administratif de X, il se présente aux élections en étant délégué aux étrangers, est-ce qu'il peut prendre des dossiers d'étrangers dans son tribunal administratif? Voilà ce qu'il doit faire. Vous voyez? Alors les connaisseurs peuvent réidentifier. Et donc, au minimum, je pense que les travaux de référents, de comités de déontologie doivent porter leur connaissance au public, ou mettre ça sur leur site pour que... Bon, au-delà, est-ce qu'il faut, dans un cas individuel qui fait turbulence, le porter à la connaissance du public? Je serais assez tenté de vous répondre qu'au
qu'on pourrait faire comme les avis du Conseil d'État. C'est-à-dire que ces avis, les avis du Conseil d'État, hors la loi, les avis sur la loi, maintenant, ils sont publics depuis la décision Hollande. Mais les avis traditionnels du Conseil d'État sur les décrets, ils sont remis au gouvernement. Et si vous le demandez, vous, parlementaires, le gouvernement peut décider de les donner. Donc, pourquoi je ne vais pas plus loin ? C'est que dans ces affaires déontologiques et disciplinaires, j'ai une expérience douloureuse. Un arrêt du Conseil d'État sur une personne qui avait fauté et qui avait été exclue d'un concours administratif. Bon, elle avait été sanctionnée. Le Conseil d'État a validé cette exclusion. L'arrêt a été public, il a été googlisé et la personne n'a pas retrouvé d'emploi pendant 4 ans. Donc, voilà, je pense que... Monsieur le Président, ma question portait bien sur, pas du tout sur les problèmes de sanctions disciplinaires, c'est pas en matière disciplinaire, c'était juste sur les situations les avis sur les situations individuelles lorsque les gens demandent à partir vers le privé. Si c'était la règle, je pense, si la publicité était la règle, il n'y aurait plus de cas particuliers et personne n'aurait à s'en écoutez, c'est des fonctions publiques, c'est de l'argent public, donc moi je serais assez ouvert dans le cas où il n'y a aucune appréciation personnelle, je serais assez d'accord pour que ça soit rendu public. Ma deuxième question, dans le même état d'esprit, vous avez cité tout à l'heure un extrait de débat parlementaire. Je pense que le parlementaire en question, je reconnais un peu les propos, je pense faisait juste allusion au fait qu'il n'y avait pas de raison fondamentale de traiter différemment, sans doute au nom de la non-discrimination d'ailleurs, les parlementaires qui concourent à l'élaboration de la norme et les membres du Conseil d'État qui finalement, quand même, notamment par les avis qu'ils émettent sur les projets de loi et les projets de décret, concourent également à l'élaboration de la norme en disant ça oui, ça non, ça peut-être, ça faudrait écrire. Voilà. Et donc... voilà, il me semblait, enfin, là aussi, la question c'est est-ce que vous ne croyez pas que la démocratie gagnerait quand même une transparence beaucoup plus complète et ça ferait disparaître toute suspicion d'intervention, de conflit d'intérêts éventuel, si les avis du Conseil d'État étaient systématiquement publics, à la fois sur la loi. C'est désormais le cas parce que c'est publié par le gouvernement. Je ne suis pas sûr que c'est une obligation légale. Non, ce n'est pas une obligation légale. C'est le gouvernement qui a pris l'habitude de le faire, mais pas dans la totalité du dispositif législatif. Exact. Et si on le faisait aussi pour tous les projets, les avis sur les décrets. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, j'étais président de section de l'intérieur au moment où ce changement, vous avez parfaitement raison, monsieur le député, de pratique, c'est tout, a été décidé. Je pense que ça a modifié l'expression, en tout cas, du Conseil d'État, qui est plus détaillée, parce qu'on ne s'adresse pas seulement au gouvernement, on s'adresse au public, à la représentation nationale aussi, quand c'est des projets de loi, bien sûr, mais on s'adresse à tout public. Donc, on a détaillé et on est obligé aussi de gommer peut-être des aspérités, parce qu'il arrive que quand on est dans des avis destinés au seul gouvernement, on lui parle assez directement. Et donc, pour respecter les formes, peut-être qu'on adoucit. Moi, je pense que la relation entre le gouvernement et le Conseil d'État doit quand même faire place à un peu de confidentialité et que, en tout cas, le choix de rendre public ou pas les autres avis non législatifs ne doit pas être déterminé uniquement par des conditions déontologiques. Je peux vous dire, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais que dans toutes ces années, quand on avait des interventions de lobby, parce que ça existe, en section consultative, en contentieux, j'ai fait tous les métiers du contentieux jusqu'à vice-président de la section du contentieux, jamais eu d'intervention. Mais en section administrative, quand on a des projets de loi, j'ai siégé longtemps à la section des travaux publics, les lobbies de l'agriculture, de l'environnement, écrivaient, mais on avait un principe auquel je n'ai... Pardon ? Vous écrivez aux anges, monsieur le Président. Oui. Oui, mais le courrier arrive. Ils écrivent et on a deux principes que
j'espère ne jamais, en tout cas que j'ai jamais vu atteint. Premièrement, on ne reçoit jamais personne. Deuxièmement, quand on reçoit une lettre, on la communique aussitôt à l'administration, parce qu'on est le conseiller de l'administration. Donc on ne va pas prendre un élément. Et moi, j'ai souvent, assez souvent, reçu des lettres immédiatement communiquées. Parce que c'est la relation entre le gouvernement et le Conseil d'État, c'est toute proportion gardée, c'est un peu comme la relation entre un client et son avocat. Le gouvernement, quelquefois, nous envoie des projets pour tester notre réaction. Et donc, ça ne serait pas du tout le même usage, ça serait un peu un autre Conseil d'État. Mais j'ai vu des transformations en 40 ans qui ne me font pas spécialement peur. Je vous donne mon avis. Merci, Monsieur le Président. Et une troisième question. J'ai participé activement au débat sur la loi Sapin 2 avec ma collègue Cécile Intermeilleur. J'avoue que j'ai été sidéré par le décret du 9 mai 2017. Ça porte sur la définition en fait le répertoire des représentants d'intérêt et donc la définition de ce qu'est un représentant d'intérêt. Le législateur, dans l'article 25, fait un travail assez simple, mais qui a été fastidieux, qui a été source de nombreux débats. Il y avait un avis du Conseil d'État avant, par définition, dans lequel le législateur, article 25, définit ce que sont des représentants d'intérêt au sens de la présente section. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous prie de croire que ça a été ardemment discuté. Oui. Et ensuite, un alinéa plus bas, ne sont pas des représentants d'intérêt au sens de la présente section. Et là aussi, je vous prie de croire que ça a été extrêmement discuté pour savoir s'il fallait exclure les associations d'élus locaux, les partis politiques, les associations à objets cultuels, etc., etc. Et il y avait une habilitation législative sur cet article 25, demandant au Conseil d'État au gouvernement de prendre un décret au Conseil d'État, définissant simplement deux choses. Petit a, le rythme et les modalités de communication prévues par les représentants d'intérêt, et petit b, les modalités de présentation de leurs activités. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un décret dans lequel le gouvernement s'est amusé a repris la plume pour écrire parfois le contraire de ce que le législateur avait dit, en redéfinissant à l'article 1er ce que personne ne lui avait demandé, c'est-à-dire qui était représentant d'intérêt et qu'est-ce qui n'était pas, avec une définition assez étonnante, ne constitue pas une entrée en communication, etc. Donc cet article 1er, pour moi, il est assez clairement contra legem. D'ailleurs, c'est d'autant plus édifiant que, en fait, le corps du reste du décret, en revanche, lui, est parfaitement fidèle à ce qui est demandé. C'est-à-dire, on a chapitre 1er, rythme et modalités des communications, ce qui correspond au petit a de l'habilitation législative, et ensuite, modalités de présentation. Enfin, voilà. Mais cet article 1er, il est extrêmement surprenant parce qu'il dit le contraire, enfin vraiment, de ce que dit le législateur. Voilà. Alors, à la limite, le Conseil constitutionnel aurait pu faire ce travail, de remarquer que le législateur n'avait pas été assez précis et avoir des réserves d'interprétation, mais que le gouvernement le fasse, ça me choque un peu plus, et que le Conseil d'État ait pu laisser passer ça me déçoit infiniment de la part du Conseil d'État. Alors, je crois que la haute autorité pour la transparence de la vie publique, puisque d'ailleurs c'était un décret pris après avis du Conseil d'État, mais aussi de la haute autorité, s'est ému également de cet article 1er. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la genèse et surtout ce qui a été l'avis du Conseil d'État sur ce sujet, et ce qui vous paraît aussi légal que ça? Non, ça, monsieur le député, pour des raisons de légalité, si le gouvernement n'a pas publié l'avis du Conseil d'État sur le décret du 9 mai, c'est pas moi qui le ferai ce soir. Je peux le regretter, mais je ne peux pas aller plus loin. Croyez que j'aurais des choses à dire si je pouvais, mais seul le gouvernement peut rendre public l'avis du Conseil d'État sur un décret. À ma connaissance, il ne l'a pas fait, donc je ne ferai pas de commentaire. Mais par contre, je peux vous donner mon avis de citoyen et d'expert là-dessus. C'est le membre du Conseil d'État lisant ce décret, oui, et le rapprochant
Je peux vous donner mon avis personnel, qui d'ailleurs n'a participé en rien à l'élaboration de ce décret au Conseil d'État, donc je suis libre. Je n'ai pas participé à une délibération, sinon je me tairais. Ce que je peux dire, c'est que quand je regarde un décret, j'engage que moi, Christian Vigouroux, quand je regarde un décret comme ça, je fais ça et tous mes collègues le font et les universitaires le font aussi, on va regarder les travaux préparatoires. Et ce que j'ai fait là-dessus, et je vois bien que ça a été très discuté, la définition du représentant d'intérêt dans le rapport de Naja, et que l'Assemblée était plutôt, après son rapporteur, à ne pas compter les contacts, à dire que, par exemple, une telle exigence serait sujette à interprétation et à contestation, aboutirait à une définition trop restrictive. Au contraire, on pouvait être qualifié de représentant d'intérêt, ceux qui n'interviennent qu'exceptionnellement ou occasionnellement auprès des pouvoirs publics. C'est vrai que le bon lobbyiste, j'ai connu ça, c'est comme la chasse au rhinocéros. Il faut une seule balle, mais pas le louper. Parce que sinon, donc, c'est pas à la mitraillette. On tire pas 10 coups. Un seul, bien placé, suffit. Hein. Le déjeuner, bien ciblé, avec non pas le directeur ou le ministre qui, comme d'habitude, sont un peu éloignés des affaires, mais le sous-chef de bureau qui est le spécialiste et qui va formater. On connaît tous ça. Donc, je dois dire qu'avec une expression aussi nette du législateur qui a traité la question, la lecture du décret de l'extérieur, vue par quelqu'un qui n'a pas du tout participé à son élaboration, peut révéler quelques points d'interrogation. Voilà, je n'irai pas plus loin. C'est déjà dans ma bouche une parole forte. Merci pour vos réponses et puis pour celle-là en particulier. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de lever l'audition et je vous remercie encore une fois pour nous avoir accordé de votre temps.